Bon, je veux vous parler de la Commission Congo, ou la Commission passé coloniale, et l'héritage colonial, et surtout aussi sur l'échec de la Commission. Et dans cette conférence, je voudrais aussi bien utiliser l'approche belge que l'approche congolaise. Moi-même, j'ai écrit par hasard, ou pas par hasard, juste un peu avant le démarrage de la commission, j'avais déjà écrit ce livre, Zwarte trots, witte schaamte, sur le colonialisme et le racisme, qui est apparu en juin 2020. Et l'année après, j'ai encore écrit Tussen herinnering en realiteit, entre mémoire et réalité, des voix congolaises sur le temps colonial. Je vous répère ces deux ouvrages pour la simple raison que, quant à moi, c'est un peu le base sur lequel j'ai toujours travaillé sur ces sujets, parce que mes points de départ pour ce sujet a toujours été de tout d'abord essayer de faire une description précise de l'histoire coloniale et se rendre compte que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore un consensus scientifique sur cette histoire. Et les témoignages qu'on vient de voir sont de nouveau une preuve pour cela, parce qu'il y a pas mal d'historiens, historiennes, qui écrivent sur le passé colonial d'une façon fort différente de ce que vous avez de ce que vous venez d'entendre. Oui, excusez-moi, je suis néerlandophone d'origine, alors de temps en temps, ma français n'est pas parfait. Ce qui est très important, c'est avant de se prononcer sur cet héritage colonial, d'avoir une description précise de l'histoire, et je ne peux que constater que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vraiment un consensus scientifique là-dessus. Ce qui n'est pas mauvais, l'histoire s'écrit et se réécrit constamment, mais ça pose problème dès qu'on essaye ou on veut tirer des conclusions politiques de cette histoire et de prendre des actes politiques, ce que la Commission a essayé. Deuxièmement, ce qui a pour moi toujours été important aussi, et dans le contexte de la Commission, je pense que c'est important de se rendre compte, c'est qu'on peut écrire l'histoire que dans le contexte et la complexité de l'histoire coloniale. Le contexte historique du temps colonial est évidemment tout à fait différent que le contexte actuel. Et pour faire cela, il faut reconnaître les différents acteurs, toutes les parties prenantes, ce qu'on appelle aujourd'hui les stakeholders dans le jargon, aussi bien les stakeholders d'hier et d'aujourd'hui. Le travail que Mémoire du Congo fait, c'est évidemment se concentrer sur les parties prenantes d'hier, ceux qui ont vécu le temps colonial, ceux qui sont, quant à moi, quasi absents durant le travail de la Commission, mais ça ne veut pas dire que ceux qui vivent aujourd'hui les conséquences du temps colonial n'ont pas droit à parler non plus. Ce qui est important, quant à moi, c'est de reconnaître tous les acteurs qui sont impliqués dans le dossier. Et le but était, de la Commission, mais aussi de mon travail de 2020, était de trouver des réponses aux questions d'aujourd'hui. Pas les réponses aux questions d'hier, parce que ça c'est pour les historiens purs, mais si on travaille dans un sens politique et de gestion de la société, on parle des questions d'aujourd'hui. La grande question des excuses, quoi faire avec les statuts, vous connaissez très bien, toutes ces terminologies de décolonisation, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui encore, etc. Mais même, on a constaté, surtout en Hollande, mais aussi chez nous, des discussions sur le fameux Zwarte Piet, Père Fouettard, et les autres blackfaces, c'est-à-dire le comportement vis-à-vis les cultures différentes, et comment se comporter dans notre société actuelle. Moi, j'ai ajouté dans mes travaux toujours aussi le rôle des élites congolaises actuelles dans la gestion du pays, mais aussi la gestion de la décolonisation. Et ça, évidemment, c'est un sujet très sensible. Si on parle aujourd'hui des responsabilités des dirigeants actuels, il y a un des témoins que j'ai vu tout au début de cette compilation qui a fait
référence à cela. Bon, c'est quand même important de se rendre compte quelle a été la gestion du pays, du Congo, aussi bien du Rwanda et du Burundi, après la colonisation. Et finalement, c'était un point de départ de la Commission. Pour moi, c'était plutôt un point de conclusion. Quel est le lien entre colonialisme et racisme? Je ne vais pas vous cacher, je vais finir aussi avec cela, cette conférence, que pour moi, ce lien est très vague et est très complexe. Alors que la Commission a commencé avec ce point de vue, a commencé avec l'idée que le colonialisme a causé le racisme d'aujourd'hui, ce qui est, contre moi, tout à fait faux. Bon, mais je reviens là-dessus. Bon, les points de discussion, alors, seront quelles sont les conséquences du colonialisme, aussi bien dans les pays concernés qu'en Belgique même. Je vais tout d'abord, très bref, vous présenter l'approche de la Commission Congo, comme on l'a appelé assez couramment. Après, j'ai vu dans les documents du Parlement qu'on utilise plutôt l'expression commission passée coloniale. Et ça, je vais faire par la lecture critique du rapport des experts. Mais je n'ai plus retenu ça trop long parce que ce qui est plus important, ce sont les recommandations comme ils ont été présentées par le président de la commission, les recommandations qui, comme vous savez, n'ont abouti à rien jusqu'à maintenant. Mais commençons d'abord quand même avec ce fameux rapport des experts d'octobre 2021, et je vous rappelle, c'est important de se rendre compte du nom officiel de la commission, commission spéciale chargée d'examiner l'État indépendant du Congo et le passé colonial de la Belgique au Congo, au Rwanda et au Burundi, ses conséquences et les suites qu'il convient d'y réserver. C'est une longue expression qui indique, quant à moi, dès le début déjà, que les ambitions étaient très élevées et probablement trop élevées. Et que c'est impossible, enfin, ça a été mon idée dès le début, et ça reste ma conclusion jusqu'à maintenant, que c'est impossible de traiter tous ces éléments dans une commission politique. On pourrait évidemment traiter tous ces éléments dans des recherches académiques, sur une longue étendue d'années, par exemple pendant 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, on pourrait travailler sur tous ces éléments et par-ci par-là, on travaille là-dessus, mais dans une commission politique qui, au début, n'oublions pas, au début, n'avait qu'1 an de travail, ce qui était prévu, après on a prolongé, mais bon, quant à moi, ça a été trop ambitieux dès le début. Et si on voit ce que les experts, à ce moment, en octobre 2021, ont publié, leur rapport de 680 pages contient surtout une longue partie sur l'histoire du temps colonial, l'histoire sur les archives aussi, c'est-à-dire 2/3 du rapport étaient sur l'histoire. Ça veut dire que ce n'était que le tout début, parce que l'ambition de la Commission était de tirer des conclusions pour la politique actuelle, surtout sur le comportement vis-à-vis des pays concernés et aussi le racisme et des autres problèmes dans notre société. Ça, dans ce premier rapport, on a parlé de mémoire, réparation et participation, et aussi du colonialisme et racisme. Mais plus bref. Moi, je ne fais ici que quelques observations générales sur ce premier rapport. Tout d'abord, il n'y a pas eu de consensus scientifique entre experts. C'est quand même important à constater, parce qu'il n'y a aucun texte qui a été signé par tous les experts ensemble. Et il y a même un texte qui a été signé par un expert, mais sur lequel les autres experts ont explicitement noté qu'ils ne sont pas d'accord avec ce texte. C'est quand même quelque chose de remarquable dans un rapport d'experts, surtout si on compare ça avec le travail de la commission Lumumba en 2002, le rapport de la commission Lumumba, qui a été signé par tous les experts ensemble dans un consensus. Mais évidemment que l'ambition de la commission Lumumba était beaucoup plus limitée, beaucoup plus axée vers un seul élément, ou une seule histoire. Deuxième constat général, c'est que
dans le rapport des experts, il n'y a presque pas, je dirais pas, eu de couverture du Rwanda et du Burundi. Et ça, naturellement, était déjà, naturellement qu'ils ont expliqué qu'ils ont eu un problème avec l'expert burundais qui était décédé entre-temps, et que sur le Rwanda, il n'y avait pas vraiment des experts dans la commission, tout ce que vous voulez. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire aussi que les ambitions de la commission étaient trop élevées, que ce n'était pas possible. En plus que, c'est sur ma propre responsabilité que j'ajoute ici que on ne peut pas facilement mettre l'histoire coloniale du Rwanda et du Burundi, qui officiellement n'étaient même pas des colonies. Comme vous savez, c'était des territoires mandatoires. Mais bon, on ne peut pas parler de l'histoire coloniale belge pour les trois pays ensemble. Hein, surtout l'histoire du Rwanda, que je connais, j'ose dire, assez bien, est très très compliquée, est très, comment dirais-je, aujourd'hui très politisée, hein, et même pendant cette semaine, hein, avec les commémorations du génocide de 1994, oui, ça réapparaît de nouveau entre historiens et tous autres qui sont intéressés par l'histoire du Rwanda. On voit immédiatement qu'on ne peut pas facilement, simplement constater certaines choses dans l'histoire du Rwanda et les mettre dans le même pot que l'histoire du Congo. Ça a été tout à fait différent. En fait, c'est déjà, quant à moi, un début manqué de mettre les trois pays ensemble. Hein. Sauf que si on parle seulement du côté belge, évidemment, mais si on veut parler du côté des pays concernés, c'est très très risqué. Troisièmement, il y a dans ce fameux rapport pas mal de déséquilibres entre sujet, période, recommandation, rédaction des textes, c'est-à-dire le texte de cette commission, de ce rapport des experts, que je ne vais plus traiter ici en détail, mais ce que j'ai fait avant, n'est pas équilibré, pas du tout. Hein. Il y a certaines histoires, par exemple, sur certaines régions, parce que l'historien concerné, pour ne pas le nommer, Mathieu Zané-Tambala, était très fixé ou intéressé ou spécialisé dans une certaine région, une certaine période, était fort élaboré, alors que d'autres régions, d'autres périodes ont été presque pas explorées, pour ne pas dire même laissées à côté. Et c'est la même chose pour les recommandations qu'ils ont fait déjà. Et quatrièmement, quant à moi, il y a pas mal de manque de certains contextes historiques, même déjà dans ce rapport des experts. Et je cite quelques-uns ici, hein, la situation géopolitique dans les différentes périodes. On ne peut pas simplement mettre les faits au Congo, même en Belgique, présenter les faits sans les contextualiser dans la situation géopolitique d'antan. Aussi bien le 19e siècle n'était pas la même situation géopolitique que l'interbellum, hein, entre les deux guerres, pour ne pas parler évidemment de tout ce qui s'est passé immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, avec la guerre froide, etc. Alors ça ne se fait pas du tout dans le rapport, ce qui est, quant à moi, un grand manquement. Aussi, un autre manquement, quant à moi, c'est l'approche juridique. Hein. On met presque à pied d'égalité l'EIC, l'État indépendant du Congo, et le Congo belge, ce qui évidemment n'était pas du tout la même chose, au moins pas sur le point juridique, mais non plus sur la relation avec la Belgique. Hein, c'est clair quand même que l'EIC, si on veut ou non, officiellement, je dis bien officiellement, je sais très bien que dans la pratique il y a eu des différences, etc., mais quand même officiellement et politiquement, l'État belge n'est pas impliqué dans l'EIC officiellement, et l'État belge n'était pas responsable pour ce qui se passait en EIC. Alors que pour le Congo belge, c'était tout à fait différent, évidemment. Et de la même façon, l'approche économique, en profondeur aussi le micro et le macro, on ne peut pas le faire sans le contextualiser dans la situation du pays, ce qu'on remarque très très bien dans les témoignages qu'on vient de voir maintenant. On se réalise difficilement, et ça
je vois souvent aussi chez mes collègues journalistes, souvent les journalistes plus jeunes, qui ne peuvent presque pas s'imaginer ce que c'était les années 50. Et ils me disent souvent, oui, mais on n'était pas là à ce moment. Et moi, j'ai dit, bon, je n'étais pas là non plus pendant la Deuxième Guerre mondiale, et non plus dans les années 50. Je suis né en 57. Alors, il faut, comme historien ou comme journaliste aussi bien, et comme académicien, il faut bien se renseigner pour comprendre que quand on parle de certains faits ou comportements des personnes, etc., qu'il faut bien voir ça dans le contexte à ce moment. Et ça joue aussi pour l'économie. Et entre autres, par exemple, pour la communication, etc. Ce qui ne se fait non plus dans ce premier rapport, c'est, si ce n'est qu'un début de comparaison avec les autres colonies. Parce que ça aussi peut nous aider à comprendre la position belge ou l'approche belge, quelle était la différence avec les autres colonies. Nous savons tous évidemment que le système colonial comme tel, on peut en parler aujourd'hui comme un système qui n'est pas acceptable, que l'un pays va gérer un autre. Moi, je dis souvent, quand je donne des conférences sur le temps colonial, je démarre presque chaque conférence que je donne avec les mots « colonisation, c'est la même chose que occupation ». En fait, c'est la même chose. C'est ce que les Allemands ont fait chez nous pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est tout à fait la même chose. Mais il y a une grande différence, c'est-à-dire que le colonialisme, dans le temps, je veux dire jusqu'au mi-des années 50 et environ, était considéré comme un système légitime sur le niveau international. Et alors, il faut quand même se rendre compte que la façon dont on approche maintenant le système du colonialisme, même si on peut constater aujourd'hui que c'est un système qui est inacceptable, il faut bien reconnaître que dans le temps, c'était sur le niveau international acceptable par presque tout le monde. Je sais qu'il y a certaines exceptions, certaines personnes qui ont résisté dans le temps, dans le marge de la société, comme aussi aujourd'hui, il y a toujours des groupes, j'oserais même dire des groupuscules, mais bon, des groupes ou certaines personnes qui allaient, enfin, qui résistent au comportement général de presque toute la société, mais ça n'empêche pas que sur le niveau académique, politique, juridique, international, géopolitique, le système du colonialisme était conçu comme le meilleur système possible à ce moment. J'ose de temps en temps aussi comparer le système du colonialisme avec la façon dont on le voit maintenant et dont on le voyait dans le temps, avec le système de la coopération au développement. Personnellement, ce n'est qu'une idée, une opinion, pas une analyse, une opinion. Personnellement, je suis convaincu que dans 20, 30 ans, on va aussi considérer le système de la coopération au développement comme un système qui ne peut jamais fonctionner, qui est inacceptable, qui considère ceux qui reçoivent l'aide comme des personnes ou des sociétés inférieures, etc., etc. Et je pense que quelque part, il y a de vérité dedans même. J'ai travaillé moi-même comme porte-parole du ministre de la Coopération au Développement belge entre 89 et 91, et c'était déjà à ce moment, plus que 30 ans passés, c'était déjà à ce moment un grand point de discussion au sein de notre cabinet, etc. Bon, voilà, ça en ce qui concerne ce premier rapport. Mais ce premier rapport était évidemment aussi le point de départ pour la Commission. Et ce que la Commission a fait après, les politiciens au moins, ils ont commencé à faire le travail, entre guillemets, eux-mêmes. Ils ont interrogé, comme vous savez, plus que 100 témoins en commission. Ils ont visité les 3 pays, si ce n'est qu'avec une petite délégation de la Commission, mais soit, ils l'ont fait quand même, et pendant une période très restreinte, mais bon, ils l'ont fait. Et sur base de tout ce travail, qui a été un travail un peu mélangé, je dirais, historique, sociétal, juridique, culturel, etc., le président Wouter de Vriend a formulé toute une série de propositions en novembre 2022.
voilà, je vais maintenant vous présenter ces recommandations. Pourquoi? Même si ça n'a abouti à rien jusqu'à maintenant, probablement, ces recommandations qui étaient déjà le fruit d'un échange, d'un compromis au sein des politiciens qui faisaient membre de la commission, seront probablement des points de départ pour le futur. Je suis presque sûr que dans le Parlement, par-ci par-là, on va reprendre certaines de ces recommandations. Et en plus, ça vous indique quand même un peu, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça vous indique quand même un peu ce qu'a été l'idée générale, mais je dirais de environ la moitié, au maximum 2/3 des membres de la commission. Pourquoi j'ai dit 2/3? Parce qu'évidemment, dans une commission politique, comme cette commission, oui, il y a cette répartition politique. Il ne faut pas oublier que la plus grande partie dans cette commission était le Vlaams Belang, enfin le Vlaams, et ça veut dire que il y a au sein de cette partie d'extrême droite flamande une approche tout à fait différente de toutes ces questions que dans la plupart des autres partis. Et même aussi le NVA, qui ne fait pas partie de la coalition Vivaldi, qui gère pour le moment notre pays sur le niveau fédéral, même le NVA avait une approche tout à fait différente. Alors eux, ensemble, étaient déjà plus qu'1/3 des membres de la commission. Alors il faut quand même se rendre compte que beaucoup de choses qui ont été publiées après dans la presse en général et les discussions qui sont passées au sein de la commission, très souvent, n'ont pas tenu compte de cette réalité politique qui fait que ce n'était pas possible de trouver un consensus global, ce qui a été quand même possible, plus ou moins, pour la commission Lumumba. Ça, il ne faut pas oublier non plus. Bon, alors, je vais faire un peu le tour de ces recommandations et donner quelques commentaires. Tout d'abord, il y a le premier chapitre sur tout ce qui est histoire et recherche. Et alors, il y a toute une série de recommandations pour améliorer la recherche universitaire additionnelle. Et je prends un des éléments, je ne peux pas nommer toutes les recommandations, ce serait trop. Il y en a aussi beaucoup qui sont très détaillés et pas très représentatifs. Mais quand même, je reprends quelques-uns. Par exemple, il y a une recommandation qui dit « Réunir les témoignages oraux des générations qui ont encore vécu sous le colonialisme ». Comme si le travail de mémoire du Congo et de Congo Herinneringen et le travail de mon collègue de la RTBF, François Reitmans, et moi-même, je vous ai montré mon livre, comme si ce travail n'a jamais été fait. En plus, on est un peu tard avec cela, si j'ose dire. J'espère que tout le monde va vivre 100 ans et plus, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Et il y a beaucoup de témoins très importants, très intéressants, qui sont déjà plus avec nous. Mais bon, néanmoins, il y a cette recommandation, et je m'en doute pourquoi on n'a pas mis immédiatement que cette recommandation pourrait être quelque chose comme reconnaître l'existence des témoignages qui ont été faits par ceci et cela, etc. Bon, ce n'est que pour un petit exemple. Un deuxième élément dans ce chapitre, c'est faciliter la coopération économique entre les 4 pays. C'est le titre d'une des recommandations ou d'une série de recommandations, parce que je reprends tous les titres, tout ce qui est en black sont les titres, et bon, c'est très général, en fait c'est plutôt ce que moi je connais qui a travaillé dans la coopération au développement et après dans le journalisme, que je connais depuis plus que 30 ans, parce qu'on a toujours essayé de faire des choses pour l'économie, mais nous savons tous que le problème économique de la région est un problème très compliqué qui a à voir aussi avec la corruption. Le mot corruption ne tombe pas dans les recommandations. Avec la corruption, avec la malgérance, avec les relations politiques. Si on voit ce qui se passe maintenant dans l'Est du Congo, avec le rôle du Rwanda dans le pillage
des minéraux de l'Est du Congo, c'est aussi une affaire économique, mais ça n'a rien à voir avec l'économique, ça a à voir avec de la politique, hein, et avec la position du Rwanda dans la région. Bon, alors, il y a aussi tout un chapitre sur les archives. Là, bon, évidemment, on ne peut pas être contre une meilleure façon de donner accès aux archives, digitalisation, etc., etc. Je ne peux que remarquer que lors de mes différents voyages au Congo, j'ai presque, je dirais pas chaque voyage, mais au moins 10-12 fois, j'ai visité les archives nationaux à Kinshasa. Je vois qu'il y a des gens qui l'ont fait aussi. Et personnellement, ce n'est que mon avis, le problème des archives au Congo, c'est plutôt un problème culturel. Je suis aussi anthropologue de formation et je ne peux que constater que la culture orale est beaucoup plus importante en Afrique centrale que la culture écrite que nous avons introduite. Nous, pas moi, mais certains d'entre vous encore, mais nous, entre guillemets, la Belgique a introduit dans la région lors de la colonisation. Il n'existait pas des sources écrites, ce qui pose aussi problème pour écrire l'histoire de la région, et surtout l'histoire de avant le colonialisme. Et évidemment aussi l'histoire pendant le colonialisme, parce que les sources écrites étaient gérées par les Blancs, par le colonisateur, et ça veut dire que c'est possible. Je vois je sais évidemment qu'il y a des exceptions, et de très bonnes exceptions, très intéressantes, mais que très souvent, il y a un manquement des témoignages. Je ne parle pas nécessairement du période après la Deuxième Guerre mondiale, mais de l'avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un grand manquement de témoignages des Congolais, des Rwandais, des Burundais eux-mêmes. Et s'il y en a de ces témoignages, ce sont surtout des témoignages qui ont été rédigés, qui ont été écrits par les Blancs qui étaient là. Et ça a à voir évidemment avec toute une histoire de culture orale. Bon, dans les recommandations, on fait une approche très belgo-belge des questions des archives. On pense qu'on va résoudre le problème des archives dès qu'on donne accès aux sources, aux archives qui existent, mais on oublie, quant à moi, que les archives qui existent, ce sont en fait des archives qui ont été faites par le colonisateur, pas des archives qui ont été faites par les colonisés. Hein. Alors, il y a beaucoup plus qui doit se faire, si on veut vraiment connaître le passé, il y a beaucoup plus qui doit se faire que d'étudier les archives. Nous, en Occident, on raisonne facilement en termes de documents. Ce qui est écrit, c'est bon, on peut se reposer là-dessus, etc. Il y a un des experts, je ne vais pas nommer le nom, mais il y a un des experts qui a co-auteur de ce premier rapport d'octobre 2021. Il y a une de ces experts, c'est une femme, qui utilise comme argument toujours « moi j'ai retracé ceci et cela dans ces documents ». Mais pour moi, ça ne suffit pas pour vraiment connaître ce qui s'est passé dans le passé. Bon, alors il y a tout un chapitre aussi sur les métis. Évidemment que vous ici, vous connaissez très bien toute la discussion sur les métis qui ont été amenés en Belgique en 62 et un peu avant aussi. Bon, les propositions, les recommandations, c'est de diriger un stèle commémorative pour donner hommage aux métis coloniaux belges, organiser des commémorations et d'organiser une réparation administrative et morale. Okay. Évidemment, on ne peut pas être contre ça, quant à moi, sauf que cette recommandation est très fixée sur les métis pour lesquels on a constaté des problèmes, de graves problèmes. Hein, le fait que le rôle de la mère n'a pas été respecté, etc., etc. Mais il y a beaucoup d'autres métis aussi, au Congo même, et maintenant aussi en Belgique, qui, moi-même, j'ai rédigé un témoignage d'une femme métisse que j'ai rencontrée à Kinshasa il y a une dizaine ou douzaine d'années, et c'est aussi dans mon nouveau livre, et qui explique sur le rôle des métis, parce qu'à ce moment, c'était une femme de
75 ans, quelque chose comme ça. Alors, elle a bien vécu le temps colonial, et elle m'a parlé de la façon dont elle a grandi, et pour elle, il n'y a jamais eu de problème. Il faut non plus oublier qu'il y a des métis qui ont joué au Congo un rôle très important dans la politique, dans le période post-coloniale. Alors, c'est un peu facile, ou trop vite, ou comment oserais-je le dire, de mettre tous les métis ensemble comme si c'est une classe de personnes qui ont droit à ceci et cela, comme si être métis doit être réparé. Je ne pense pas que c'est un problème d'être métis. Moi-même, j'ai maintenant 2 enfants métis, alors je ne considère pas mes enfants comme un problème. Le problème, c'est si des personnes, si c'est des métis ou d'autres, n'ont pas leurs propres droits, ne sont pas respectés, etc. Je ne veux pas minimiser le problème de ce groupe de métis dont on parle presque toujours, mais pour généraliser le problème de métis de telle façon, quant à moi, c'est quand même un peu délicat et pas très correct. Bon, alors il y a un chapitre évidemment sur Lumumba. Bon, ça c'est assez bref, parce qu'on demande, ou la recommandation de Wouter de Vriend était de poursuivre les recommandations de la Commission Lumumba. Bon, évidemment, ce n'est pas un problème, parce que ce sont des recommandations qui existent depuis plus que 20 ans. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui n'ont pas été respectées, mais ce n'est non plus très clair. Pourquoi pas? Par exemple, la Fondation Lumumba, pour promouvoir la démocratie au Congo, qui n'a jamais été créée, moi j'ose dire, sur base des sources quant à moi très fiables, que le problème, je suis très prudent là-dedans, mais que le problème se situait pas du côté belge, mais se situait du côté congolais. Et du non-respect pour les règles belges de l'argent de la coopération au développement, qui doivent être respectées, contrôle sur les dépenses, etc., etc. Et que certaines personnes qui étaient impliquées dans cette nouvelle fondation, qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant, ne voulaient pas respecter ces règles et ne voulaient que certaines sommes d'argent étaient versées sur leur compte et qu'ils pouvaient faire n'importe quoi avec cela et qu'un contrôle belge n'était pas acceptable. Bon. Les recommandations ne vont pas dans tous ces détails, mais il évite, Wouter de Vriend, dans ses recommandations, évite évidemment ces éléments très sensibles. Bon, il y a aussi la proposition de créer une vraie place Patrice Lumumba, pas seulement ce petit endroit là-bas à Bruxelles, et un monument et une cérémonie annuelle le 17 janvier, comme vous savez, la date de l'assassinat de Lumumba. Je ne veux pas aller trop dans les détails de l'affaire Lumumba, je veux seulement dire que on sait très bien que la héroïsation ou l'héroïsme qu'on crée maintenant autour de la personne de Lumumba, qu'il faut être très prudent avec cela, parce que Lumumba n'a pas seulement été le premier ministre qui a été assassiné. Évidemment que ça c'est vrai, c'est horrible, c'est une tragédie, hein, mais c'est aussi celui qui a été responsable pendant quelques mois pour le comportement de ses propres militaires, parce qu'il n'était pas seulement Premier ministre, mais il était aussi ministre de la Défense au moment de l'indépendance. Alors, même si ces militaires, évidemment, ne respectaient plus les règles, ça c'est vrai, mais politiquement, comme ministre de la Défense, il était responsable pour le comportement de ces militaires. Et nous savons tous ce que les militaires congolais, dans les mois de juillet jusqu'en octobre environ, ont fait pas seulement contre les Blancs, les coloniaux, mais surtout aussi contre les Congolais. N'oublions pas ce qui s'est passé au Kasaï, etc. Bon. De la même façon, comme pour les autres éléments, je dis, il faut quand même être très prudent si on voit que, si on connaît les critiques actuelles sur certains monuments sur lesquels on dit maintenant, oui, mais ces personnes, est-ce qu'il faut quand même les commémorer parce qu'ils ont commis ceci et cela, pour ne pas nommer Léopold II, hein, mais encore d'autres. Si on va créer un nouveau monument, et peut-être dans quelques années, il faut dire, bon, peut-être que ce n'a pas été très malin de créer un monument d'une personne sur laquelle il y a encore des choses à dire. Bon,
je dirais, il faut quand même être prudent avec cela. Et finalement, il y a un chapitre sur les anciens combattants africains, avec la proposition de donner une pension pour le dernier vivant, qui entre-temps, malheureusement, n'est plus vivant, mais il n'y a non plus une mention du fait que les pensions étaient payées par l'État belge pendant un certain temps, pendant quelques années, et que c'est en fait Mobutu qui a dit à la Belgique, bon, il n'y a pas de problème, moi je vais prendre ce fonds des pensions pour les anciens combattants, et c'est moi qui va verser leur pension, il ne faut pas vous inquiéter, ce qui évidemment, comme vous savez, n'a jamais été le cas. Bon, deuxième... oh, c'est le moment de... Ok, voilà. Deuxième grand chapitre, c'est sur la réparation. Le titre, c'est « Réparation », avec une grande introduction, beaucoup de généralités sur la reconnaissance des erreurs du passé, de la souffrance infligée. Ce que j'ai remarqué aussi, sur toute une liste de choses qui sont moins importantes quant à moi, c'est que la proposition pour que les églises, pas seulement l'Église catholique, mais les églises, financeraient un fonds fiduciaire pour soutenir des projets de réparation au Congo, Burundi et le Rwanda. C'est quand même remarquable parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas été des positions claires des églises concernées sur toute cette question. Évidemment, il y a eu par-ci par-là, comme par exemple sur l'histoire des Métis, il y a eu des excuses de la part de l'Église belge, c'est vrai, mais sur le tout du système colonial et tout ce que l'Église a fait dans le temps, il n'y a jamais eu une position. Alors, si une commission parlementaire, ce n'est que recommandation, je sais, mais prend la position politique que les églises doivent faire ceci et cela, bon, je pense qu'il y a pas mal de juristes qui peuvent se poser des questions sur les relations entre l'État et l'Église. C'est pour ça que je voulais le mentionner. Et alors, évidemment, en ce qui concerne la réparation, la chose qui a causé le plus de discussions et beaucoup de controverses aussi dans les médias, c'est cette fameuse réparation symbolique. J'ai repris ici le texte littéral dans les recommandations. La Chambre condamne le régime colonial en tant que système fondé sur l'exploitation et la domination, qui reposait sur un rapport d'inégalité injustifiable caractérisé par le paternalisme, la discrimination et le racisme, et qui a donné lieu à des crimes et à des humiliations. La Chambre condamne le régime de l'État indépendant du Congo et le régime colonial belge au Congo, Rwanda, Burundi entre 1885 et 1962. Ça, c'est le texte littéral comme on le retrouve dans les recommandations, qui, comme vous savez, n'a jamais été approuvé. On n'a pas trouvé une majorité pour approuver ce texte. Je mentionne aussi que dans les recommandations, il est question d'une année nationale de réflexion sur notre passé colonial, toute une année, on aura du travail. Et aussi, ce qui a été important naturellement dans la discussion politique, que cette reconnaissance, par cette expression que je vous ai lue, que cette reconnaissance n'implique aucune responsabilité juridique et ne peut dès lors donner lieu à une réparation financière. Wouter de Vriend a multiples fois expliqué qu'il a mis ça dans ses recommandations pour n'avoir aucun doute sur ce point-là, mais il y a pas mal de juristes qui ont des opinions différentes là-dessus. Mais bon, ce n'est que ce qu'on peut constater. Et finalement, en ce qui concerne la réparation, il y a aussi la proposition d'organiser une journée commémorative nationale du passé colonial et, petit détail, rebaptiser l'ordre de Léopold. En ce qui concerne la réparation, il y a encore quelques éléments à noter parce que j'ai voulu quand même mentionner tous les paragraphes, enfin les chapitres et les paragraphes. Il y a un paragraphe, peut-être c'est une meilleure expression, sur la réparation symbolique avec Amnesty pour Simon Kimbangu, que je suppose ne peut pas expliquer ici. Ça a été
plus remarquable pour moi, c'est sur l'espace public, hein, c'est-à-dire les monuments dans les rues, enfin partout dans l'espace public. La recommandation dit qu'il faut organiser un processus participatif et une approche au cas par cas. En fait, ça c'est exactement ce que la Flandre a proposé. Je ne sais pas si vous savez que le ministre Bart Somers a écrit, enfin c'est pas lui qui a écrit, mais a publié toute une, je dirais presque une brochure avec des recommandations, ce ne sont pas des obligations, mais des recommandations pour les communes, comment agir dans tout ce qui est espace public et les monuments coloniaux. Et c'est exactement la même chose, la proposition de parler avec tout le monde concerné et de voir cas par cas qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut mettre un contexte, est-ce qu'il faut même abolir, mais il n'y a pas question d'une attitude claire et nette et définitive pour dire il faut abolir tous les monuments. Alors, il y a un chapitre ou un paragraphe sur la réparation orientée vers l'avenir, avec entre autres pour l'enseignement la proposition de création d'un manuel commun avec les personnes impliquées des 4 pays, notamment les personnes académiques, c'est-à-dire un manuel sur l'histoire du temps colonial. Seulement ça est évidemment déjà un élément très délicat, très difficile. Seulement sur ce point-là, on pourrait organiser toute une commission pendant des mois, si ce n'est que pendant 1 an ou 2 ans, parce que, entre autres, le travail du professeur Van Nieuwenhuizen à l'université de Leuven, à KU Leuven, a indiqué clairement dans ses recherches que l'approche de l'enseignement du temps colonial commence à différer environ chaque 10-15 ans. Et alors, si on fait une étude des manuels scolaires sur le temps colonial, que ça change chaque 10-15 ans, ce qui est, dans l'historiographie, plus ou moins normal et acceptable. On écrit de nouveau, réécrit de nouveau l'histoire, c'est vrai, mais avoir l'ambition d'un manuel commun, surtout aussi avec les personnes impliquées dans les pays concernés, seulement pour le Rwanda seulement, je peux m'imaginer qu'on arrive dans des discussions interminables parce que presque chaque personne, enfin, ou chaque institution, ou chaque régime a des approches différentes de l'histoire. Et un petit élément que j'ai noté aussi, c'est de donner gratuitement accès à l'Africa Museum aux Congolais, aux Burundais et aux Rwandais. Je me posais la question, quoi faire avec des Belges d'origine, Congolais, Rwandais, Burundais? Peut-être qu'il faut voir leur peau pour dire, on pourrait aussi dire, on va donner gratuitement l'accès à tous les Noirs, enfin, soit, c'est un peu, excusez-moi, mais vous comprenez, ce genre de recommandations sur lesquelles je me dis, mais enfin, ce n'est pas réel, ça, il faut quand même voir autrement. Bon. Sur la restitution, je ne vais pas parler parce que la Commission reprend en fait la situation actuelle, ce que le ministre Dermine a fait entre-temps, alors je ne vais pas mentionner cela. Et sur les relations internationales, il y a toute une explication sur une politique nouvelle et renforcée pour l'Afrique centrale, la décolonisation de l'aide au développement et attirer l'attention médiatique sur la région. Et ce qui a été quand même remarquable dans un tel document, c'est soutenir le travail du docteur Mukwege. Je dis que j'ai remarqué cela parce que dans le contexte politique du Congo actuel, c'est quand même assez sensible si la politique belge prend une position pour dire le Parlement, les politiciens, la politique belge soutient le docteur Mukwege. C'est quand même un peu risqué. Je ne suis pas contre le travail du docteur Mukwege, c'est pas ça que je veux dire. Mais le contexte politique au Congo est, quant à moi, un peu trop sensible pour mettre ça dans un document définitif politique. Mais en fait, après tout, ça ne s'est pas passé. Et finalement, il y a encore un petit chapitre, et ça, pour moi, c'était aussi parce que c'était quand même le début du travail de la commission, et c'était, pour moi, c'était quand même un peu bizarre que sur
tous ces aspects, le colonialisme et le racisme, les recommandations sont très limitées, très limitées. Je ne prends que 2 éléments qui sont un peu concrets. C'est un plan d'action national contre le racisme qui existe et de le redynamiser. Bon, en fait, c'est la politique qui existe et qui... ça vaut la peine, évidemment, de dire qu'il faut un peu plus, il faut faire beaucoup plus, ça c'est vrai, mais ce qui a été le début la grande raison, n'oublions pas que la grande raison pour le démarrage de cette commission était le mouvement Black Lives Matter. Et c'était sur la position des Noirs dans notre société, sur le racisme, etc., dont la recommandation, c'est devenu un chapitre très limité. Bon. Alors, je vais vous présenter encore ma vision sur les causes et conséquences de l'échec de la commission. Comme vous savez, à la fin, la commission où le président n'a pas trouvé une majorité, ni une majorité au sein de la coalition Vivaldi, qui forme maintenant notre gouvernement fédéral, ni une majorité, évidemment, alternative, si jamais ça aurait été accepté par Vivaldi, ce qui n'est non plus le cas. Moi, je veux mentionner les causes sociétales et les causes politiques. Pour les causes sociétales, je veux indiquer qu'il y a eu, dès le début, un manque de support et accompagnement public, par exemple dans les médias. Ce qui était tout à fait différent si on compare cette situation avec la commission Lumumba, qui faisait dans le temps, plusieurs fois, le premier des journaux. Il y avait des débats dans les médias. Alors, pour dire en flamand, on dit « het leeft niet », ça ne vit pas. Il n'y a pas cette atmosphère dans la société qui dit que c'est une urgence de s'occuper de cela. Et de la même façon, la quasi-absence de société civile, les ONG, à quelques exceptions près, mais surtout des exceptions dans le marge. Mais les grandes ONG, comme en Flandre 11-11-11 par exemple, le couple des ONG flamands, ne s'est presque jamais exprimé. Ils ont, sur l'interne, ils ont fait quelque chose sur toutes ces questions, mais ils ne sont pas mis devant dans le débat public sur le passé colonial. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a eu non plus une sorte de préparation au sein des cercles concernés en 2020, je veux dire, puisque tout était allé très vite. C'est le Black Lives Matter, le mouvement Black Lives Matter les grandes manifestations, ou la grande manifestation en 2020, qui a été comme conséquence, ou qui a été le point de départ de cette commission. Mais les autres cercles concernés, aussi bien comme vous, comme beaucoup d'autres, n'étaient pas vraiment préparés au fait qu'il y aurait une commission politique. Et d'autre part, on a eu une polarisation du dossier, mais cette polarisation se fait plutôt en marge de la société globale. Moi, je ne peux que constater que la grande majorité des Belges, des Flamands, aussi bien que des francophones dans ce pays, ne sont pas tellement intéressés par ce dossier. Il y a des sondages qui ont été faits là-dessus, et évidemment que pour les partis politiques, c'est un constat important. Parce que ça, c'est aussi une des raisons pourquoi on a eu l'échec de la commission, parce que pour les partis politiques, ça n'apporterait rien de prendre des risques politiques dans ce dossier. Et alors, j'arrive à mes causes politiques. Le départ de la commission en juin-juillet 2020, je m'excuse, mais bon, en juin-juillet 2020, n'oublions pas le rôle de Patrick Dewaal, qui était président de la Chambre, et c'est lui, en fait, qui a proposé l'instauration de cette commission. On oublie assez souvent, mais il n'y avait pas grand intérêt des autres partis politiques. Et il a forcé cette commission à ce moment. Ce qui a comme conséquence, c'est à moi, c'est mon analyse, qui a comme conséquence que les membres de la commission, les politiciens qui sont membres de la commission, sont pour la grande plupart, pour ne pas dire tout le monde, des backbenchers, c'est-à-dire, avec tout mon respect, des politiciens de deuxième rang. Pas des politiciens qui sont connus, même Patrick Dewaal, par exemple, n'a pas siégé dans cette commission.
ou des anciens ministres, par exemple, quelques petites exceptions, comme le rôle de remplaçante de Marie de Blok, mais ça n'a pas joué un rôle parce qu'elle n'était que remplaçante à ce moment. Mais à part de ça, presque tout le monde dans la commission était des politiciens, pas du premier rang, c'est-à-dire pas des politiciens avec un poids politique qui peuvent aussi convaincre leur parti, leur président de leur parti, de prendre telle ou telle position. Le contexte gouvernemental Coalition Vivaldi, depuis septembre 2020, c'est-à-dire après l'instauration de la commission, c'est aussi un élément politique qui a joué parce qu'il n'y avait pas du tout un consensus politique au sein de la Coalition Vivaldi sur cette question. Un autre élément qui a, surtout à la fin, joué pour l'échec, c'est le profilage du président de la commission, qui, comme peut-être un des seuls des membres de la commission, a voulu gagner quelque part des points politiques, a voulu se marquer sur le plan politique comme étant président, mais évidemment ça a eu comme conséquence qu'il y a eu des oppositions au sein de la commission contre le rôle que le président a pris sur son dos. Il y a eu quelques essais de récupération politique, pas de consensus dans la majorité gouvernementale, ça j'ai dit, pas d'intérêt électoral, pour la raison que je vous ai dit, parce que ce n'est pas un grand public qui s'intéresse pour cette question, sauf pour Vlaams Belang, ce qui va évidemment enfin, ce n'est pas la direction que le président voulait aller dans ses conclusions. Bon, Vlaams Belang voulait bien condamner la personne de Léopold II, mais pas pour des raisons sur ce que Léopold II a fait au Congo, mais parce qu'ils sont anti-monarchie. Mais sur des autres éléments, ils prenaient des positions tout à fait différentes que Groen et PS et Vooruit, etc. Et finalement, l'échec a été surtout un choix pragmatique des partis politiques. C'était mieux un échec que d'approuver certaines recommandations qui pouvaient susciter des contrevents au sein de leur propre électorat, comme on dit ça dans la science politique, better no politics than bad politics. Ils ne voulaient pas prendre des décisions politiques qui étaient trop risquées. Ça, c'est un peu, pas par hasard, parce que je voulais y être, mais c'était une bonne occasion. J'ai assisté à une conférence de MR, par exemple, si je me rappelle bien, c'était fin novembre. Et quand j'ai entendu tout ce qui se passait là-bas, les conférenciers là-bas, la position du président Boucher, etc., pour moi, c'était clair dès le début que c'était impossible d'avoir un consensus au sein de la commission passée coloniale. Parce que les points de vue étaient tellement divergents que ce n'était pas possible de trouver un consensus. Je veux finir avec encore un élément, mais ce n'est que le début d'une discussion, on n'a pas le temps pour tout évidemment, mais que quant à moi une autre approche ou une façon de gérer cette passé colonial était de voir plutôt quelles sont les conséquences du colonialisme, tout d'abord dans les 3 pays concernés et après en Belgique même. Je ne mentionne que ces éléments simplement pour vous dire que c'est une façon d'approcher les choses. Je ne peux pas, c'est impossible dans le temps qui m'est accordé d'aller dans tous les détails, mais mon analyse, c'est, après tout le travail que j'ai fait sur ce dossier, c'est que les conséquences du colonialisme dans les 3 pays concernés, quant à moi, c'est le premier élément à étudier, c'est la perte de l'identité, l'estime de soi, la confiance en soi. Des Congolais, des Rwandais, des Burundais, même si c'est très différent pour le Congo, Rwanda, Burundi. Parce que le Rwanda, les conséquences au Rwanda ont été tout à fait différentes qu'au Congo. Au Rwanda, on a même eu une sorte de reprendre sa propre identité, mais d'une façon tellement extrême, aussi évidemment par le problème de l'ethnicité, mais que ça a eu aussi d'autres conséquences. On n'avait jamais trouvé un consensus dans le pays même, parce que le consensus dans le pays même, dans le temps colonial, était
un consensus imposé. Mais bon, je ne peux pas aller beaucoup trop loin parce que c'est une discussion en soi. Une autre conséquence sont les structures coloniales survivantes. Et ça, il faut aussi constater que si, et surtout au Congo, mais même aussi au Rwanda et au Burundi, s'il y a encore des structures dans ces pays, et surtout au Congo, ce sont des structures qui datent du temps colonial, aussi bien sur le niveau éducation, santé, même aussi politique. Hein. Et c'est important de constater parce que les Congolais d'aujourd'hui vivent en fait dans les structures qui ont été créées par le colonisateur. Et si on veut ou non, c'est une conséquence de la colonisation et on ne peut évidemment ne pas éraser tout pour recommencer après la décolonisation. Il faut évidemment vivre avec cela et voir comment on va utiliser ces structures et peut-être comme pays, comme communauté, adapter ces structures qui existent à la vie actuelle. Hein. Ça, c'est une chose qui s'est passée fortement au Rwanda, déjà aussi sous le régime de Kayibanda et Habyarimana. Évidemment, sous Kagame, il va encore plus loin dedans parce qu'il a créé ses propres structures, mais ça, c'est évidemment pour des fins dictatoriales. Et de répression, mais au Congo, c'est très intéressant et très important de réfléchir sur l'élément, sur le fait que le monde dans lequel les Congolais actuels vivent, c'est en fait ce qui est resté du temps colonial. Et on peut évidemment critiquer qu'il y a certains éléments qui ont été complètement négligés. Je pense par exemple à la poste, hein, qui ne fonctionne pas du tout, ou plus du tout. Mais il y a d'autres éléments qui continuent à fonctionner. Hein, peut-être mal, mais ça fonctionne. Hein, comme par exemple les zones de santé, hein, l'enseignement qui est encore structuré selon les structures qui ont été imposées dans le temps colonial. Et moi, je pense que c'est plutôt telle approche qui peut nous amener à vivre ensemble avec les Congolais actuels et voir où on peut se retrouver, où on peut se trouver, et de quelle façon on peut voir les bonnes choses qui ont été instaurées et qui sont là et qui ne vont plus disparaître, et comment faire pour que ça peut être adapté aux vœux et aux exigences, etc. actuelles. J'ai déjà mentionné la propre élite, j'ai dit coloniale, entre guillemets. Je ne vais pas m'exprimer ici sur l'élite d'aujourd'hui, mais je veux bien m'exprimer sur le temps du Mobutu, mais aussi le temps des deux Kabila. C'est clair que la façon dont ils ont pris le pouvoir et centralisé le pouvoir, en fait, quelque part, ils ont utilisé les mêmes structures politiques coloniales, mais alors pour instaurer un système, enfin, autocrate, dictatorial, enfin, c'est une discussion en soi, mais évidemment un système qui ne donne pas la liberté à la population pour s'exprimer soi-même et de définir soi-même son propre futur. Et l'autre conséquence, le dernier que je vais mentionner ici, du colonialisme, c'est la relation difficile avec l'ex-pays mère, hein, belge, la Belgique. Si on regarde un peu ça d'une façon, en fait, du point de vue historique, après la colonisation des 60, on a vu des périodes de bonne collaboration et des périodes qui ont été très mauvaises en collaboration, des périodes, enfin, on dit souvent c'est une relation de liefde-haat, hein, amour-haine, hein, et ça a évolué beaucoup. En ce qui concerne les conséquences du colonialisme en Belgique, je veux quand même mentionner, quant à moi, un certain traumatisme colonial, comme je l'appelle, c'est-à-dire que le passé n'est pas digéré, on ne sait pas très bien quoi faire avec ce passé, et ça se joue aussi bien chez ce que j'appelle communément anciens coloniaux, mais évidemment c'est un peu vos cercles ici, mais ça va plus loin que le temps colonial. Hein. Il y a pas mal d'entre vous qui ont travaillé au Congo aussi dans les années 60, 70, etc. Et tout ce qui s'est passé, on ne sait pas encore, je ne peux que constater cela, quoi faire avec cela, et comment digérer cela, comment trouver un nouveau consensus dans notre société là-dessus. Mais c'est la même chose dans la politique. Je constate chez les politiciens, aussi bien chez les membres de la Commission, mais aussi d'autres,
qu'il y a une grande diversité, il y a des expressions... Enfin, je ne connais pas vraiment des politiciens qui ont une vue claire sur ce qui devrait se passer avec le passé colonial, comment se comporter, quoi faire, etc. Ils changent beaucoup d'avis, ils sont très influencés, etc. Même chose pour les médias, Église, j'ai déjà mentionné, et les entreprises ex-coloniales qui, évidemment, n'existent plus dans la même forme que dans le temps colonial et qui, comme telles, sont très difficiles à approcher, hein, parce qu'aussi dans les recommandations, on parle quelque part aussi des entreprises, je n'ai pas mentionné ça là-bas, mais on doit constater qu'on n'a pas un main sur les entreprises, parce que les entreprises du temps colonial ne sont plus là dans leur forme d'antan. Alors, quoi faire, hein, au même temps que Umicore, par exemple, se prononce sur le site web, ou se vantent de leur passé historique, etc. Mais en même temps, ils disent aussi que l'Union minière d'antan n'est plus l'Umicore d'aujourd'hui, et vice-versa. Alors là aussi, il n'y a pas de vision claire. Mais de la même façon aussi le diaspora africain. Et je dois quand même mentionner que dans la commission, et aussi ici dans le musée, avec la restructuration du musée, on a parlé avec le diaspora africain, mais pas avec... On ne peut pas parler du diaspora, parce que le diaspora est très divergent, très divergent. Il y a des différentes générations, des différentes motivations pourquoi certaines personnes sont venues. Ils sont venus de différents pays. Et ça, on ne peut pas parler de la diaspora africaine. Pas seulement pour le Congo, mais aussi pour le Rwanda, par exemple, il y a des diasporas avec des convictions tout à fait différentes, aussi bien sur le passé que sur le futur. Alors, je ne peux que constater que, bon, évidemment, nous vivons avec les diasporas africains ici chez nous, je n'ai pas de problème avec ça, ma femme est africaine d'origine, alors il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut constater que si on veut tirer des conclusions politiques, que c'est beaucoup trop facile de dire on a parlé avec le diaspora. C'est impossible, il faut faire beaucoup plus de cela. Et finalement, le racisme, mais j'ai déjà expliqué, le colonialisme n'est pas la cause du racisme. Je vais finir avec mes propres propositions. Je pense que tout d'abord, il faut travailler à une historiographie correcte et contextuelle dans l'enseignement. Là, il y a encore beaucoup de travail à faire, si jamais il y a vraiment un intérêt, hein, parce qu'on sait que l'enseignement est déjà demandé de faire un peu le tout, et pas tout le monde, même pas les historiens qui donnent cours dans l'enseignement secondaire, sont très motivés pour aussi parler du temps colonial. Hein. Ça dépend un peu de l'école. Je donne pas mal de conférences dans des écoles en Flandre, mais je constate que ce sont certaines écoles qui prennent des actions en ce qui concerne ce dossier, mais il y a beaucoup d'écoles qui... Moi, par exemple, mais évidemment, je parle maintenant du début des années 70, chez nous, à l'école, je n'ai jamais appris, même pas le premier mot sur le temps colonial. Et je ne suis pas du tout une exception. Évidemment que ça a changé dans les années 2000, mais ce n'est pas encore le cas pour dire que le dossier du passé colonial fait partie du grand paquet de l'enseignement. Ce n'est pas du tout le cas. Je plaide aussi pour des mesures structurelles et culturelles contre toute forme de discrimination, y compris le racisme. Le racisme n'est qu'une forme de discrimination. Bon, je vous présente seulement ma propre vision. Mais ce qui est peut-être plus important dans ce cadre ici, c'est des relations politiques sans complexe avec l'ancienne colonie et pays sous tutelle, Congo, Rwanda, Burundi. Je ne peux que constater que dans la politique, très souvent, on hésite de prendre position. Et on dit, ah voilà, maintenant on a un nouveau président et maintenant il va faire le meilleur et on hésite de donner le moindre critique. Hein, si on reflète de nouveau sur le temps de Mobutu, on ne peut que constater que pendant le temps de Mobutu, les politiciens et les journalistes et les académiciens qui avaient du critique
sur le régime Mobutu étaient des exceptions. Et que la politique en général, sauf quelques périodes, mais la politique en général soutenait le régime Mobutu. Après, c'est facile de dire « Ah, c'était un dictateur, il a ruiné son pays, et c'est facile à dire, mais c'est aussi le cas aujourd'hui. Si on voit ce qui se passe au Rwanda, en fait, aujourd'hui encore, il y a un article dans le New York Times de Anjan Sundaram, qui est un journaliste, mais avec une grande réputation dans le monde anglo-saxon, qui explique clairement que Kagame, c'était un dictateur cruel. Et tout le monde qui étudie un peu le dossier le sait très bien. Il n'est pas un dictateur cruel depuis quelques années, non, dès le tout début. Et comme moi, comme journaliste par exemple, à la VRT dans le temps, quand moi j'ai travaillé sur le dossier du Rwanda, je m'exprimais là-dessus, dans mes analyses, pas opinion, parce que je ne pouvais pas donner des opinions comme journaliste d'une télévision publique, mais dans mes analyses, j'expliquais que Kagame était déjà dans les années 90 responsable pour des centaines de milliers de morts, aussi bien au Rwanda qu'au Congo. À deux reprises, j'ai été limogé du dossier. Et ce n'était que parce que j'étais un journaliste fonctionnaire encore dans le temps que j'ai pu résister et que j'ai pu reprendre le dossier. Pour ne vous donner que cet petit exemple de ma personne, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui se taisent sur le Rwanda et sur Kagame, ce qui est en fait scandaleux. C'est scandaleux. Il y a chaque jour des gens qui meurent au Congo et au Rwanda à cause du comportement du régime Kagame-FPR au Rwanda. Alors c'est un scandale. Et peut-être dans 20 ans ou 30 ans, on peut aller s'excuser auprès des Rwandais parce qu'on n'a rien fait dans le temps de Kagame, alors qu'on parle maintenant de s'excuser parce que la Belgique n'a pas fait assez dans le temps de Mobutu, et comme ça, et ainsi de suite. Comme ça, évidemment, on n'avance pas. Je ne donne que cet exemple. Et pour finir, comment... cette petite expression, pour conclure, même une reconnaissance des erreurs du passé est du non-sens sans une politique courageuse aujourd'hui. Moi, j'appelle cela une opération de blanchissement politique. C'est très facile de s'exprimer sur le passé, et même si ce qu'on exprime sur le passé, on peut en discuter, mais c'est très difficile de condamner le passé et en même temps de ne rien faire ou de ne pas faire assez sur ce qui se passe actuellement dans la région. Et ça, c'est le cas aujourd'hui dans le monde politique. Dans le monde politique belge, au Parlement, la commission passé coloniale a travaillé pendant plus que 2 ans, pendant 2 ans et demi, a travaillé sur le temps colonial et n'a presque pas parlé de la situation actuelle dans la région. C'était un peu le même cas avec la commission Lumumba dans le temps, où pendant aussi presque 2 ans, ils ont parlé de l'assassinat de Lumumba, qui a été évidemment une tragédie grave, avec une responsabilité de la Belgique, ça je ne nie pas du tout. Et en même temps, il y avait des tragédies qui se passaient spécifiquement au Congo, avec la guerre au Congo, qui a été aussi démarrée par le Rwanda, avec l'invasion d'octobre 96 des troupes rwandaises, sous le couvert pour dire que c'était congolais, on avait mis le père Kabila devant, mais enfin pas devant, derrière, parce qu'il avait peur d'aller devant, mais bon, derrière. Mais en fait, c'était des troupes rwandaises qui ont envahi le Congo, ce qui a causé au moins des centaines de milliers de morts seulement déjà en 96-97. Et encore plus après, avec tous les dérapages et toutes les tragédies qui ont suivi. Alors, pendant la commission Lumumba, on discutait sur l'assassinat de Lumumba, de 17 janvier 61, mais on ne parlait pas du tout de ce qui se passait à ce même moment dans la région. Et de la même façon, on a parlé de nouveau au Parlement belge du passé colonial, et on n'a pas parlé, mais évidemment pas pris des mesures politiques ou des actions politiques pour la situation actuelle. Je vous remercie, et si on a encore le temps, je vais bien prendre la question.